j'avais 13 ans, 13-14 13, 14 ans. ans. Ouais, c'est sûr. Et vous étiez encore à l'école ou vous travailliez déjà avec vos parents? Ouais, c'est-à-dire que moi, non, j'allais plus à l'école, moi, parce que moi, je travaillais je travaillais à la ferme. À la ferme. J'habitais donc place de l'Hôtel de Ville, Ah oui. à côté de chez le maire Henri Masson. Donc, à l'époque, je pouvais entendre et voir avec mes petits yeux d'enfant ce qui se passait autour de moi. Alors, j'ai pu assister, par exemple, au chargement du travail obligatoire des ouvriers qui étaient envoyés en Allemagne pour Le STO. pour le STO. Et puis d'autre part, je pouvais entendre les bruits de bottes des soldats allemands qui venaient à l'occasion de je sais pas, de prise d'otages, de choses comme ça, auprès du maire pour échanger, pour parler, pour... Ou des réquisitions, des choses. Oui, c'est ça. Et je me souviens que j'éprouvais un petit peu la peur de mes parents qui regardaient par les persiennes là, le trafic qui se produisait là chez mon oncle. D'accord. Et puis je me souviens aussi des officiers allemands qui passaient, qui étaient toujours très bien habillés, et qui passaient dans la rue, ils avaient fière allure. Hein, et je crois qu'ils étaient, d'après ce que m'a dit Charles, ils étaient assez nombreux à Tantonville parce qu'ils occupaient les châteaux, le château Albert, l'autre, enfin ils étaient, même le Guerlet, l'hôtel, là, je sais qu'il y avait des officiers là qui habitaient là. Donc les Allemands étaient assez nombreux à Tantonville. Quel était leur comportement avec la population? Je me souviens qu'ils étaient distants. Ils savaient qu'ils se met la peur autour d'eux, donc ils n'avaient pas besoin d'en rajouter tellement. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient à obtenir comme victuailles, mais je sais que d'après ce que m'a dit Charles, hein, il fallait leur réserver par exemple les œufs, on avait tant de poules, il fallait donner tant d'œufs, et ainsi de suite. C'était le pillage organisé consciencieusement. Oui. Et est-ce que la brasserie tournait encore au moment de la guerre, pendant toute cette période de la guerre? Oui, la brasserie était en fonctionnement. Je me souviens que les cafés étaient ouverts et qu'on buvait les gens buvaient de la bière de Tantonville, il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Je ne sais pas si elle était de première qualité, mais enfin, la brasserie fonctionnait. Et je me souviens, quand on allait à l'église, je me souviens de la conciergerie qui était située juste à côté de l'entrée de l'église, là où les ouvriers allaient et venaient. Puis je me souviens aussi des bruits caractéristiques de la rue de l'Enfer. Il y avait la tonnellerie là dans le secteur. Et je me souviens que c'était bruyant. Enfin, il y avait une atmosphère d'usine, d'ouvriers à Tantonville, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous étiez scolarisé normalement? Oui, moi j'ai été scolarisé en octobre 1943. Bon, les Allemands occupaient donc l'hôtel de ville, partout ils avaient fait une petite géole sous le préau. Là, il y avait un préau avec des appareils pour faire la gymnastique, et il y avait une cellule où ils avaient enfermé, je crois que c'était un Polonais, autant que j'ai pu savoir. Et je me souviens qu'une fois, ce Polonais a essayé de s'évader, et il est passé sur il y avait une espèce de pergola tout autour, là, il est passé, il s'est fait cueillir, là, à côté dans l'entrée de l'hôtel de ville, et je me souviens avoir entendu hurler, tous les gosses étaient à l'école et entendaient ça. Et les Allemands qui criaient le frappaient à coups de crosse, certainement. Hein. D'accord. Je me souviens de cet épisode-là où vraiment, là, tout le monde a eu peur, une fois de plus. Hein. Oui. Et est-ce que pendant la guerre, vous avez connu des bombardements? Est-ce que Tantonville était bombardé? Et
où est-ce que les gens se réfugiaient dans ces cas-là? Où est-ce qu'il y a des alertes? On entendait les vagues d'avions qui passaient aussi bien la nuit que le jour, hein, puisque les Anglais c'était la nuit, les Américains c'était le jour, mais c'était des vagues d'avions très impressionnantes qui lâchaient des papiers d'aluminium pour tromper les radars allemands. Absolument. Alors il y avait un peu de ces papiers-là partout dans la campagne. Et donc, en ce qui concerne les bombardements sur Tantonville, non, il n'y a pas eu vraiment de bombardement à Tantonville. Je me souviens seulement d'un obus qui est venu se ficher dans le coin d'une allée. Il avait été tiré peut-être par les Américains de Plission, hein, sur la cheminée pour cibler, pour régler un tir. Hein, l'obus est venu se ficher derrière la cheminée, là juste dans une allée chez nous. Et mon père était justement au jardin. Heureusement, l'obus n'a pas éclaté. Il y a des petites choses comme ça. Autrement, on ne peut pas dire qu'il y ait eu, à part l'incendie, il n'y a pas eu de bombardement sur Tantonville, quoi. Eh bien, oui, je me rappelle que maman, elle écrivait. Elle avait envoyé des colis, je crois. Puis après, elle a pris une nouvelle. Il était dans une cellule. Je ne savais pas s'il était encore vivant. Donc vous êtes tous les trois des Tantonvillois, hein, vous êtes nés ici tous les trois à Tantonville, c'est ça? Oui. Moi, je suis né à Nancy, mais... Vous avez habité très jeune à Tantonville? Je suis depuis l'âge de 3 ans à Tantonville. Depuis l'âge de 3 ans, oui, d'accord. 3 ans. Et M. Denis, vous êtes né ici? Moi, je me rappelle plus facilement parce que nous, il y avait les Olympiques qui venaient tout le temps à la maison. Hein. Ils faisaient leur tournée, on savait les nouvelles, tout le bazar. Ils venaient déjeuner le matin. Ils avaient le café, puis une petite goutte, bien entendu. Comme ma mère, elle parlait couramment l'anglais, eh ben, puis elle le traduisait, n'importe. Hein. Donc là, vous parlez des Américains quand ils sont arrivés en 1944. Oui. Parce que le parc à camions où il se trouvait, dans le parc de chez Jeannot, en haut, là. Et tous les chauffeurs, toutes les toiles de tente étaient campées dans le parc, là. Et dans le fond du parc, ben là, c'était le dépôt d'essence pour le ravitaillement pour les camions. Et tous les camions, ils étaient là-haut. Hein. D'accord. Alors là, ça circulait, ça roulait, parce qu'ils roulaient aussi bien. Ils faisaient les postes là-dedans. D'accord. Il y en a qui partaient, les autres. C'était un bourbier, quoi. Puis en plus de ça, ils ont tombé sur une période pluvieuse, ben, il fallait qu'ils roulent quand même. Hein. Oui, oui. Puis avec les roues jumelées, ben, la terre sur la route, tout l'astreint, trop de travail. Ouais. On se situe au fin 1944 à peu près. Hein. Donc, est-ce que vous avez connu la libération, le moment de la libération, quand Tantonville a été libéré? Oui. Ouais. Il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient dans Tantonville. Oui. On a connu tout ça. Hein. Ouais. Si on fait un petit peu le contexte avant l'arrivée des Américains. On avait les Allemands. Hein. Oui, alors quand ils étaient nombreux. Ben, de toute façon, les grands caïds, ils étaient au château, à la haut. Ça a toujours été. Hein. Quand les Américains sont venus après, c'est eux qui ont pris la relève, c'est le cas de le dire. Hein. Les officiers. Autrement, là-haut, il y avait les SS, toute la strade. Hein. Les officiers étaient dans le château. Alors, dans quel château? Le château Hermès? Oh, oui. Hein. Ouais. Mon père, des fois, il écoutait comme ça la radio. Un jour, peut-être que le poste, il l'avait entendu. Ben, ils nous ont cassé les volets, hein, à coups de crosse de fusil. Hein. Est-ce qu'il y a eu des combats dans Tantonville? Est-ce que les Allemands et les Américains se sont battus ici dans le village en 1944, en septembre 1944? Ben, c'est-à-dire, là, après ça, quand il y a eu le feu de la brasserie, tout le bastrin, ben, c'est eux qui ont mis le feu. Les Allemands? Ah oui, ah oui, oui. Là, après ça, ils sont partis sur Arouet, puis ils ont été arrêtés au Ménil, Ménil-Mitry, là-bas. Oui. Ah oui, oui. Et puis, il les ramenait, ceux qui avaient mis le feu, il les ramenait sur la place de Tantonville, sur la place là pour les fusiller. Hein. Puis dans l'intervalle, il est arrivé une division d'Allemands qui venaient de, je ne sais pas où, on ne sait rien. Ben, ils les ont foulés, c'est là qu'ils les ont fusillés, au-dessus entre Arouet et Afracourt, là-dedans.
me souviens que on m'a raconté qu'ils avaient fait un entrepôt très important de marchandises de toutes sortes. Ils drainaient ça par la voie de chemin de fer là, qui servait à évacuer la bière. Eux, ils ramenaient tout ce qu'ils pouvaient et ils entreposaient ça à l'abri dans les caves, puisqu'il y a des tas de galeries souterraines, ça mettait tout ça à l'abri. Mais quand ils ont vu qu'ils ne pourraient pas garder ça ou l'expédier en Allemagne, ils ont préféré mettre le feu. Et à la Libération, je me souviens qu'il y avait une atmosphère de fumée, je me souviens toujours des papiers hygiéniques qui volaient, qui avaient pris feu et puis qui volaient partout, un petit peu comme des confettis. Et ça avait une odeur terrible de brûler là, partout, ça, pendant plusieurs jours. D'accord. Alors, quand les Américains sont arrivés, est-ce que vous avez eu des contacts dès leur arrivée? Est-ce que vous avez pu... Oui, il y a d'abord eu, tout le monde s'était réfugié à la cave parce qu'on entendait le canon, on entendait les Américains approcher et les Allemands devaient se défendre. Et je me souviens que mon père est sorti pour voir ce qui se passait exactement. Et au coin là, de la foncière, il s'est fait fusiller. Bon, heureusement, il n'a pas été blessé, il est rentré vite. Mais tout de suite, un peu après, on a entendu un énorme bruit de moteur et c'était un char, un Sherman, qui passait dans la foncière, là, dans la rue. Ah oui. Et il reste encore une trace après notre maison. C'était haut, il penchait un petit peu, le terrain n'était pas égal. Il a éraflé la maison tout du long et je pense toujours à cette trace-là quand je passe dans la foncière, je regarde, elle est toujours là. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des morts au moment de la libération, aussi bien côté allemand que côté américain? Alors, je n'ai pas souvenir de morts, mais j'ai souvenir de coups de canon. Par exemple, ce Sherman, là, s'est arrêté juste sur la place, et tout le monde se précipitait pour fêter les Américains, et montait sur le char. Et à un moment donné, le char a été immobilisé, alors le canonnier a tiré un coup de canon pour faire fuir, pour faire peur aux gens qui sont partis, et il a pu partir à nouveau. Autrement, non, au point de vue blessé, je n'ai pas vu de blessés. J'ai vu des ambulances passer, mais à Tantonville, je n'ai pas vu vraiment de bataille déclarée. Juste pour encore parler de moment de la libération, est-ce que vous avez vu des maquisards ou des résistants aussi qui ont joué un rôle à un moment donné Des maquisards, pas tellement. Non. Une fois sur la route d'Affracourt, c'est tout. Mais ils n'ont fait que de passer, puis ils ont filé. Hein. Oui. Si on a vu, par exemple, quand on se trouvait dans les champs, avant que les Américains n'arrivent pour en revenir, ils larguaient, par exemple, des armements au-dessus des bois du Ménil. Parce qu'au bois du Ménil, ils étaient une bonne équipe de maquisards là-bas. C'était un noyau, pour ainsi dire. De toute façon, c'est les maquisards, pour en revenir, c'est les maquisards qui ont arrêté les Allemands qui avaient mis le feu au château, qui avaient mis le feu à la brasserie. Ouais. Et pour en revenir, ils ont mis le feu à la brasserie. Et en repartant, ils ont mis encore le feu au clos, là-haut. Parce que dans les bâtiments, tout ça, en bas, s'est entreposé des gâteaux, chocolat, tout ce qu'ils avaient risqué, pour ainsi dire. Hein. Alors, en repartant, ils avaient encore eu le culot de demander une allumette à la concierge pour allumer, pour rien, pour allumer. Mais en attendant, ils avaient mis le feu au château. Et quand ils sont repartis, on les a pas vus repartir, les SS, mais ils ont redescendu par la route qui menait sur Arouet, comme il y avait une sortie là-bas. Et ils filaient là-bas, et ils ont été arrêtés par le Ménil, par les maquisards qui se trouvent à Ménil. C'est là après qu'ils les ont ramenés, ici pour les fusiller sur la place de la brasserie. Quand les Allemands, comme je vous disais tout à l'heure,
quand les Allemands, quand ils ont vu le convoi allemand traverser le pays, ben, ils ont poussé les chemins. Et c'est de là que les maquisards les ont fusillés. Ouais. Et ça s'est passé en bas. Oui, oui, en bas. Entre Arroué et Fracourt. Oui, oui. Oui, oui. Très bien. Ça, c'est les premières troupes qui arrivent, qui libèrent Tampon-Ville. Et ensuite, il y a donc eu la construction du terrain d'aviation. Alors, M. Delis, vous disiez qu'il y avait beaucoup de boue. Vous avez vu la construction du terrain d'aviation? Et ça a duré combien de temps à peu près? Oh, ça dure une bonne période là. Enfin, ils travaillaient aussi, les camions, ça roulait aussi bien la nuit comme le jour. Ça n'arrêtait pas. Je dis, la route de la Fracourt, c'était en Bourbier. Ouais. Parce qu'avec les roues jumelées, quand ils descendaient du terrain là-bas, ils ramènent tout ça sur la route. Il y avait un agent des ponts, des chaussées là, ben, il faisait ça que d'enlever la terre, de remettre ça sur les trottoirs pour ne pas boucher les égouts. Ouais. Puis, en plus de ça, ils ont eu une période de très mauvais temps. Ouais. Ça a duré, pour ainsi dire le mauvais temps, ça a duré presque toute la durée de la construction du terrain. La durée de terrain, on situe à une construction, oui. Disons, qui démarre en septembre et qui se termine à peu près en décembre. Oui. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée des premiers avions? Ah oui, je parle bien. Oui, je m'en souviens. Alors, on a même été, j'étais jeune à l'époque, j'avais 13-14 ans. Hein. Ben, je me souviens, on allait les voir sur le terrain quand ils mettaient l'armement, par exemple. Voilà comment que ça se passait. Quand ils sont arrivés, on a été voir comme ça sur le terrain. Et puis après ça, on a été voir quand ils mettaient l'armement sur les avions. Tellement que ça pressait, là, quand il y a eu la bataille des Ardennes pour en revenir. Et bien là, au petit jour, ils décollaient. Ouais. Et ils partaient par des escadrilles de 5 avions, ouais. Chaque coup. Hein. Alors ils partaient. Alors, ils passaient là au-dessus du pays avec tout bastin. Ben, là, c'est pour dire que ça paraissait tellement que l'aviateur ne descendait même pas de l'avion. Ah oui, il faisait le plein tout et il repartait tout de suite. Hein. D'accord. Tellement que ça. On est au moment de la bataille. Alors là, oui. Au moment de la bataille de Metz et la bataille des Ardennes. La contre-offensive des Ardennes. Alors, on le voyait partir. C'est Noël 44, ça. Ah oui. Là, vraiment. Vous disiez que votre maman parlait anglais. Est-ce qu'elle a eu l'occasion de discuter avec les pilotes ou avec... Oui, on savait à peu près ce qui se passait. Alors, un jour, ils viennent comme ça, puis ils disent il y avait des Allemands qui étaient déguisés en Américains, puis ils savaient qu'ils étaient dans le secteur. Alors là, ordre le soir, couvre-feu, bien entendu. Hein. Oui. Même les Américains, en dehors de ceux qui travaillaient, le soir, ils n'avaient pas le droit de sortir durant la période là. Hein. D'accord. Ils étaient logés où? Où est-ce qu'ils étaient logés? Les Américains? Oui. Mais ils étaient logés dans le parc de chez Jeannot, une partie du parc de M. Jeannot, là, avec Mme Jeannot, qu'elle a fait construire. Ben, tout ça, c'était plein de tentes. Il y avait les chauffeurs, il y avait les mécanos, il y avait tous ceux-là. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui. Et les officiers, vous savez où ils étaient, les officiers? Ah bah oui, oui, oui. Et tous ceux-là, ils avaient la cuisine, c'est-à-dire, elle se trouvait derrière le château. Oui. Alors moi, j'allais chercher, comme mon père, il avait des pots, j'allais chercher des eaux grasses, j'y allais quand c'était le... Alors, ils mettaient aussi bien leur dessert dans l'armoire, tout le bastringue, ouais. Et c'est là que je voyais. Et toutes les cuisines, c'était vraiment... Tout se trouvait derrière le château. Ok. Ah oui, oui. Vraiment dans le village, quoi. Oui, oui. Parce que le château, c'était rien que pour les officiers, hein, pour le... Oui. Oui. Et là, quand ça a bardé, qu'ils savaient qu'il y avait des Allemands qui approchaient, qui étaient déguisés en Amérique, alors là, ils avaient renforcé la garde et puis tout. Hein. Parce que le PC, pour en revenir, le PC dans les MP, comme on dit, il se trouvait à Malvoisin. Il y avait une entrée qui allait directement au château. Et toute la partie du bas, c'était toute la de garde, tout. Ouais. Et vous y allez, Madame Germain, vous avez vu ces fêtes? Moi, j'y suis allée 2 fois. Il y avait une bonne ambiance? Oui. Il y avait un orchestre de musique? Il y avait... Est-ce qu'il y avait un orchestre de musique? Je me souviens plus trop ce qu'un orchestre c'était. Ouais. Enfin, il y avait la musique, hein, pour danser.
D'accord. Et vous alliez voir les décollages au bord de la piste, est-ce que vous avez le droit d'approcher de la piste quand ils étaient en activité, les avions? Non, vous n'y alliez pas. Si, vous y alliez. Les garçons y allaient. Oui, moi ça m'est arrivé. La pluie et la boue, ça s'est arrêté quand à peu près? Parce qu'ils sont repartis à quel moment? Parce que vous avez aidé à situer. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté les bombardements une fois que la guerre a été finie, mais les plus gros bombardements qu'ils ont fait, c'était quand la bataille des Ardennes. Hein. Ouais. Oh, la bataille des Ardennes. Là, c'était terrible, hein, ça. Ah, oui. Ils avaient même peur, les Américains, qu'ils redescendent par ici. Hein. Ouais. Ah, oui. Que les Allemands reviennent, quoi. Ah oui, oui. Ouais. C'était une contre-offensive. Ah oui, oui, oui. Et alors, le soir, bah, c'est-à-dire toute la journée, il ne faisait que ça. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez assisté ou entendu parler de crash ou d'avions qui ont raté leur décollage ou de pilotes tués ici? Oui. Alors vous savez sans doute qu'il y en a un qui s'est crashé au Belmont. Mais quand il revenait, il repassait en rate-motte au-dessus du terrain. Par exemple, si l'avion ne pouvait pas ouvrir son train d'atterrissage, n'importe quoi, ben, il est largué dans la nature, hein, les avions. Et seulement que c'est marrant parce qu'on était dans les champs. On voyait l'avion, il tournait en vrille, puis boum, bien entendu. Et seulement le parachute, on le voyait descendre en parachute. Ça, vous avez assisté à ça? Ah bah oui, j'ai vu ça. Oui. On a assisté à ça. Hein. Donc il préférait ne pas tenter le coup et sacrifier l'avion à sauver le pilote. Là, il larguait l'avion et puis il sautait en parachute. Il n'avait pas d'espoir de pouvoir atterrir. Hein, oui. D'accord. Il y en a combien qui ont été détruits comme ça, hein. Et quand il revenait, pour en revenir, parce que comme il partait 5 par 5, alors des fois, s'il y en avait ceux qui étaient descendus, on voyait bien, hop, ils venaient, ils descendaient en éventail, pour ainsi dire, avant d'atterrir. Et bien, des fois 4, des fois 3, une fois 1. Tous ne revenaient pas. Les autres, un seul qui est revenu. Est-ce que vous savez le nombre de pilotes sur la période où ils ont été là? Est-ce que vous savez le nombre de pilotes qui ont été tués en mission? C'est-à-dire que les pilotes, pour bien dire, de toute façon, pour en revenir, les pilotes, ils étaient logés dans des châteaux. Même au château d'Arouet. C'est ça. Ils étaient logés. Ils étaient bien traités, eux, c'est sûr. Hein. Alors, les chiffres qu'on a aujourd'hui, on estime environ entre 17 et 18 pilotes qui, pendant la durée d'activité ici du terrain, seraient morts. Alors, soit pendant les combats, soit éventuellement... on peut dire que... Voilà, parce que c'est arrivé aussi. Hein. On peut dire qu'ils partaient tous les jours au combat, quand le temps le permettait. Oui. Parce qu'il y a eu une période, il y avait de la neige. Ils ont toujours eu du mauvais temps. Puis après ça, le brouillard. Il ne peut pas sortir. Oui. Alors, les autres avançaient quand même. C'est de là, le jour qu'ils ont pu sortir, alors là, c'est sûr. Hein. Et oui, ils ont eu des drôles de périodes. Hein. Et est-ce que ce terrain, une fois que les Américains l'ont quitté, une fois que les avions l'ont quitté, est-ce que ce terrain, il a encore existé longtemps? Il avait été très bien fait. Il était souple. Hein, il y avait une couche de pierre, de paille ou un matériau souple sur lequel reposaient des bandes métalliques qui s'encastraient les unes dans les autres. Les plaques PSP, oui, et vraiment c'était quelque chose de très élaboré, très sûr. Vous êtes allé voir le bombardier quand il s'est posé? Est-ce que les jeunes de Tantonville sont allés le voir? Non, je n'ai pas pu aller voir ça, j'en ai entendu parler. Par contre, j'ai souvent assisté, puisque c'était pas loin de chez moi, aux atterrissages et au décollage des chasseurs bombardiers quand ils partaient, comme le disait Charles, ou quand ils revenaient. Et c'était toujours, pour un gamin, quelque chose de passionnant, c'est sûr. Hein. Mais, comme ils venaient tous les matins, les filles, on savait ce qui se passait, hein. Ils nous racontaient tout. Hein. Alors il y avait un jour, alors là, c'était des paras.
les parachutistes. Il y avait même des sorties de prison qu'ils avaient ramenées là pour les larguer derrière les lignes allemandes. Et ils les larguaient que la nuit. Ils partaient le soir, ils montaient la rue là, ils partaient le soir, ils attendaient la nuit pour... Et puis les larguaient derrière les lignes pour ralentir les troupes allemandes. Ceux-là, ils étaient terribles. Hein. Et ils partaient d'ici, ils ont décollé d'ici. Ah oui, oui. D'accord. Oui, oui. Un souvenir marquant, quelque chose? Oui, souvenir précis, non, mais j'en ai plusieurs. Par exemple, d'ordre alimentaire, le chewing-gum, les oranges. À l'école de filles, là, il y avait une cuisine qui fabriquait des beignets percés. Oui, qui étaient distribués sur des tiges, enfilés sur des tiges. Alors, quand nous, gosses, on pouvait en récupérer un ou deux et manger ça, c'était vraiment avec délice. C'était la fête. Oui, et puis alors, autrement, sans souvenir précis, je me souviens d'une ambiance de renouveau, de joie. Les gens étaient joyeux. Ils avaient envie de faire la fête, ça se sentait. Chez nous, les enfants, on ressentait ça, c'était vraiment une libération. Tout le monde était heureux et les Américains étaient considérés comme des demi-dieux. Ils étaient là, c'était grâce à eux si on retrouvait quand même le bonheur de vivre. Hein. Et ça, je me souviens très bien de tout ça. Hein. Tout le monde était sensible à ça. Hein. Le retour des prisonniers aussi. Enfin, il y avait une ambiance de fête presque en permanence. Hein. Il y avait beaucoup de papas qui étaient prisonniers en Allemagne à l'époque-là, de parents d'hommes qui étaient... Mon père a été prisonnier. Et il était sous-officier, il a bénéficié d'une relève en 1943, il est revenu en 1943. Mais autrement, nombre de mes parents, mes cousins maçons étaient prisonniers pendant 5 ans. Oui, ils sont rentrés vraiment qu'à la Ils sont revenus en mai 1945, c'était l'ombre d'eux-mêmes. Hein. Ils étaient amaigris, ils étaient vraiment pas beaux. Hein. Donc c'est un peu la conclusion qu'on peut dire, c'est les Américains, c'était la libération, c'était la joie de... Ah oui, ouais. Oui, vraiment on était très reconnaissants à leur égard, c'est sûr qu'ils avaient fait beaucoup. Toutes ces friandises, et puis alors les cigarettes, il y avait des cigarettes de toutes sortes. Moi c'est avec eux que j'ai commencé à fumer. Ils jetaient des mégots très longs, alors nous les gosses on coupait les bouts puis on allait fumer en cachette, on était très heureux avec ça. Ce terrain, une fois que les Américains l'ont quitté, une fois que les avions l'ont quitté, est-ce que ce terrain il a encore existé longtemps? Est-ce que d'autres avions venaient se poser là? Combien de temps ce terrain était encore, on va dire, utilisable? Dans les années 50, René Jandot, qui était menuisier à Vézelise, s'était construit un avion, un Jodel, et il organisait des baptêmes de l'air sur ce terrain. Et j'ai pu bénéficier de 2 ou 3 baptêmes de l'air comme ça, avec René, qui était donc bien à l'aise sur ce terrain-là, qui est encore très praticable et très long, puisque je crois que même une forteresse volante a pu atterrir une fois en catastrophe. Le terrain était assez long pour ça. Oui. Et il avait été très bien fait, il était souple, hein, il y avait une couche de pierre, de paille ou un matériau souple sur lequel reposaient des bandes métalliques qui s'encastraient les unes dans les autres. Les plaques PSP, oui, et vraiment c'était quelque chose de très élaboré, très sûr.